Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Mali Actualité. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Dans ce journal, nous allons parler du lancement des travaux d'aménagement des plaines de Daï, Amadia et Koriomé dans la région de Tombouctou par le Premier ministre. Les 8 milliards d'investissements vont permettre de produire plus de 10 000 tonnes de riz et 2 500 tonnes de produits maraîchers au bénéfice de 15 000 personnes. Lors de son séjour, le chef de gouvernement a aussi rencontré les forces vives de la région. Les échanges ont porté sur la tenue de la Biennale Tombouctou 2025. Les reportages de nos envoyés spéciaux à suivre dès le début de ce journal. La population de Tombouctou était mobilisée pour la visite du Premier ministre. Elle était également mobilisée pour le crépissage de la grande mosquée de Djingaréber. Ceci à la faveur de la célébration des 700 ans de cet édifice construit par l'empereur Kankou Moussa en 1325 de son retour du pèlerinage à la Mecque. À Ségou, nous allons parler de la cérémonie de baptême de la 13e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, une promotion forte de plus de 700 militaires. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où une centaine de personnes ont battu le pavé contre la hausse du prix de l'électricité. À Madagascar, les attentes de la population sont immenses après l'investiture du colonel Michael comme président de la République. Alors qu'au Cameroun, les habitants de Garoua se mobilisent pour surveiller la résidence du candidat Issa Chiroma Bakari. Nous parlerons aussi de la paralysie budgétaire aux États-Unis qui est entrée dans sa 3e semaine. Sport, football, Mali-Sénégal, c'est l'affiche de la finale du tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans qui se joue ce soir à 19h. L'édition 2025 de la Super Coupe de la CAF se joue également aujourd'hui, tout comme le deuxième et dernier tour préliminaire des compétitions africaines de clubs où le Stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club jouent en déplacement. Le résumé de l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes avec Famourou Djourti. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Les travaux d'aménagement des plaines de Daï, Amadia et Koriomé dans la région de Tombouctou peuvent enfin commencer. En visite dans la 6e région administrative du pays, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Mega a lancé ce jeudi les travaux. Ce projet financé par la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 8 milliards de francs CFA devrait contribuer à la réduction de la pauvreté des populations de la zone tout en améliorant les conditions de vie des populations rurales. Il touchera 2500 ménages, soit 15 000 bénéficiaires. Le projet ambitionne de produire 10 400 tonnes de riz et 2500 tonnes de produits maraîchers. Le point avec nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Mamari Kone et Ali Touri. Ce premier coup de pelle donné par le Premier ministre consacre le lancement officiel des activités du projet de mise en valeur des plaines agricoles de Tombouctou. Il s'agit des plaines de Koriomé, Amadia et Daï dans les communes de Tombouctou et Alafia. Sa mise en œuvre devrait remédier d'une part aux dégradations constatées sur le réseau hydraulique et d'autre part consolider les acquis du projet d'appui au développement rural des plaines de Daï, Amadia et Koriomé exécuté entre 2001 et 2011. Al-Kadi Ali Touré, porte-parole des bénéficiaires du projet. La réalisation de ce vaste projet de développement est une opportunité inouïe pour nous de booster la production rizicole et de renforcer notre rang de deuxième région productrice de riz en maîtrise totale. La région de Tombouctou est une zone agro-pastorale et halieutique par excellence, qui regorge d'énormes potentialités, notamment des plaines très fertiles, des ressources en eau importantes et une main-d'œuvre jeune, engagée et disponible. Je peux vous assurer que nous, exploitants de 3 plaines, ne ménagerons aucun effort pour assurer leur mise en valeur et leur pérennisation pour le bien-être de nos populations. Initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, le projet de mise en valeur des plaines agricoles de Tombouctou est financé par la Banque ouest-africaine de développement pour une durée de 5 ans. Ouraï Sako Eklo, directrice générale déléguée financement et investissement de la BOAD. Le projet de mise en valeur
des plaines rizicoles de Tombouctou, financé par la BOAD pour un montant de 8 milliards de francs CFA, marque la volonté des autorités maliennes d'asseoir un développement endogène, équitable et équilibré sur l'ensemble du pays. Ce projet, ainsi que tous les autres programmes soutenus par notre institution dans le pays, traduit l'attachement des plus hautes autorités maliennes et celle de la Banque ouest-africaine de développement au renforcement de la coopération entre le Mali et notre banque pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Selon le ministre de l'Agriculture, ce projet est stratégique pour le secteur rural et la sécurité alimentaire de notre pays. Daniel Séméon Clément, ministre de l'Agriculture. Ce projet multisectoriel cadre parfaitement avec les orientations de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033, notamment les axes 2, 3 et 5 de la vision 2063 et de la stratégie nationale de l'émergence, avec un accent particulier sur la création d'emplois. L'axe stratégique 3, transformation structurelle de l'économie de croissance et la promotion de la femme. À travers ce projet, il s'agit de renforcer et de mettre en place une plateforme d'innovation par rapport aux filières riz, oignons, échalotes, pommes de terre, bâtie sur une approche multi-acteurs pour répondre aux exigences du marché. Les plaines rizicoles de Daï, Amadia et Koriomé représentent les greniers de la région de Tombouctou. Elles jouent ainsi un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire. Le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou ambitionne de produire 10 400 tonnes de riz et 2 500 tonnes de produits de maraîchage. Il concerne 2 500 coopératives de producteurs et 15 000 exploitants. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, compte sur l'engagement et l'abnégation de la population de la région de Tombouctou à faire de la prochaine biennale artistique et culturelle un succès retentissant et faire de ce rendez-vous culturel majeur un indicateur du retour de la stabilité dans tout le Mali. Ces attentes ont été exprimées lors de la rencontre avec les forces vives de la région de Tombouctou. Des forces vives qui sont d'ailleurs prêtes à accompagner la transition. Nous retrouvons Mamari Kone Touré pour plus de précisions sur cette rencontre. Les autorités de la transition peuvent compter sur l'accompagnement des populations de la région de Tombouctou. Telle est la substance du cadre d'échange que le chef du gouvernement a eu avec les forces vives de la 6e région administrative. Dans son discours introductif, le gouverneur de région, le contrôleur principal de police Bakou Kanté a dressé l'état de sa région confrontée à l'enclavement malgré les nombreuses potentialités. La région de Tombouctou a une superficie de 323 326 km², une population de 1 57 627 habitants et on dénombre 13 cercles, 34 arrondissements et 53 communes. Contrôleur principal de police Bakou Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. L'année 2025 a été dense en activités. Nous citerons entre autres le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA dans la région de Tombouctou, la multiplication des patrouilles FAMA sur toute l'étendue de la région, l'organisation du retour à Tombouctou des manuscrits anciens avec son personnel qui était basé à Bamako depuis 2012. L'exécution correcte de l'opération Sungalo Solidarité qui a été très appréciée par les communautés religieuses. Bien que l'année a été marquée par quelques difficultés liées à la conjoncture économique mondiale, les populations apprécient à leur juste valeur les actions de refondation engagées par l'État visant à redonner aux Maliens et aux Maliennes leur dignité qui leur permet, depuis la reprise de Kidal, de se glorifier avec fierté autour de leur appartenance au Mali. Les forces vives de Tombouctou, par l'intermédiaire de leur porte-parole, ont pris la parole.
la jeunesse, les collectivités, les femmes et les secteurs privés, après avoir énuméré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ont promis de soutenir le président de la transition et toutes les autorités de la transition. Après avoir salué la population de Tombouctou pour sa mobilisation, le Premier ministre a exposé les grandes lignes de la lettre de cadrage du gouvernement, rappelé les efforts consentis dans le cadre de la sécurisation de notre pays avant d'exprimer la reconnaissance du président de la transition aux forces vives. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La rencontre de cet après-midi à Tombouctou s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État de satisfaire les besoins fondamentaux des populations à travers des actions de développement économique et social. Le président de la transition, chef de l'État, nous a instruit également d'accorder une attention particulière au secteur rural, à l'emploi des jeunes et aux projets en faveur des femmes. Quant à la jeunesse, qui est le fer de lance d'une nation, le gouvernement lui accorde une attention particulière par la création d'emplois, le financement de projets pour les jeunes et l'amélioration du système éducatif. En ce qui concerne les femmes, actrices incontournables du développement économique et humain, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer leur épanouissement économique. Mesdames et messieurs distingués invités, les défis auxquels fait face la région de Tombouctou sont immenses. Monsieur le gouverneur a dans son intervention relevé quelques-uns. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement de poursuivre les efforts de sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région et sur toute l'étendue du territoire national. La région de Tombouctou abritera dans quelques mois la biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre a profité de cette rencontre pour inviter la population à faire de cette biennale un baromètre du retour de la paix dans notre pays. Tombouctou, s'il plaît à Dieu, doit organiser un événement extrêmement capital, aussi bien pour la région, mais un événement extrêmement capital pour l'ensemble du Mali. Il s'agit de la biennale artistique. Plusieurs actions ont été menées. Et je voudrais quand même vous rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour jouer sa partition. Mais la biennale est une activité qui va au-delà de seul le gouvernement, une activité culturelle qui engage d'abord et avant tout les populations. Je voudrais compter sur la franche collaboration, l'engagement et l'abnégation de toute la population de Tombouctou afin de faire de cette biennale artistique un succès retentissant. Et je pense que nous avons les capacités, nous avons les moyens, et ceci pour plusieurs raisons. C'est la première fois que la biennale artistique et culturelle, en tout cas, sera organisée dans une région du Nord. Ceci coïncide avec l'année 2025, consacrée comme étant l'année de la culture par le chef de l'État. C'est également un message fort que nous devons envoyer à nos populations, envoyer à toute la communauté internationale, d'autres populations en dehors du Mali. Et cette biennale, à mon humble avis, sera un indicateur très clair du retour de la sécurité, du retour de la stabilité à Tombouctou et plus globalement dans toutes les régions du Mali. Avant de quitter Tombouctou, le chef du gouvernement s'est rendu au centre de formation et de mise en condition des militaires. En quatrième région, le ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé hier la cérémonie de baptême de la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, forte de plus de 700 militaires, y compris le personnel féminin. Cette promotion porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en novembre 2024. La cérémonie qui consacre la fin de 2 ans de formation théorique, pratique et tactique a enregistré la présence de plusieurs responsables militaires régionaux et le public venu nombreux. Les précisions avec Ramata Konati. Ils sont plus de 700 sergents, dont une centaine de personnels féminins. Cette 19e promotion de l'école des sous-officiers porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en 2024 suite à un accident d'engin explosif improvisé sur l'axe Djema-Nkwala. Colonel Sidi Lamine Traoré, directeur de l'école des sous-officiers de Banankoro. Les objectifs de la formation sont les suivants. Former des chefs de groupe capables de commander les hommes sur le terrain, de tenir les documents au niveau des unités et de faire l'instruction dans les centres
et les formations plastiques et le développement du sens du devoir et du patriotisme vis-à-vis de la nation. Général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. En tant que sous-officier, vous avez été formé pour incarner les valeurs fondamentales des forces armées maliennes que sont honneur, devoir, loyauté et discipline. Ces désormais sergents reçoivent leur galon des mains de leur aîné. Ibrahim Tamboura est le major de la 19e promotion de l'ESO avec une moyenne de 17,85. Avec ses coéquipiers de la Confédération AES, Mali, Burkina Faso, Niger et d'autres pays africains, il prête serment devant la hiérarchie militaire, les autorités régionales et plusieurs parents et amis. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette 19e promotion vient renforcer les capacités opérationnelles de nos armées. Cet événement illustre une nouvelle montée en puissance de nos forces armées et de sécurité. Mieux formées, mieux dotées, et fermement engagé pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Reflète la mise en œuvre rigoureuse d'une vision stratégique portée au haut niveau. À cet égard, je voudrais remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, dont le leadership éclairé et la détermination constante ont permis de refonder notre outil de défense. Je salue l'engagement exemplaire du commandement militaire et tout le personnel de l'école. Un défilé militaire avec l'ensemble des forces vient sanctionner cette cérémonie de baptême et de remise de galons aux élèves sous-officiers d'active à Banangoro dans la région de Ségou. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Défense et des anciens combattants a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre 500 places de l'école des sous-officiers de Banangoro. Les détails sur cette inauguration dans nos éditions futures. Ici à Bamako, précisément à la direction régionale des transports du district, près de 3500 plaques d'immatriculation confectionnées attendent toujours d'être retirées par leurs propriétaires. Le directeur régional des transports s'est rendu sur place ce jeudi pour constater la production des plaques et lancer un appel aux citoyens demandeurs de venir les récupérer. Mamadou Sow a noté un approvisionnement important en plaques. Le point de cette visite avec Seydou Traoré. Un an après que l'Office national des transports a pris en main la production des plaques d'immatriculation, la satisfaction est au rendez-vous en termes de production et de disponibilité des plaques. Le directeur général des transports s'est réjoui de la qualité du travail effectué par le personnel de l'ONT, l'Office national des transports. Mamadou Sow, directeur général des transports. Aujourd'hui, il y a 60 924 véhicules qui ont été rématriculés. C'est ça le succès en réalité. Cette opération que nous avons entamée depuis le 22 septembre 2024, le succès c'est les véhicules rématriculés qui sont venus, qui ont les anciennes immatriculations, qui ont les anciennes cargaisons, qui sont venus d'eux-mêmes. Soit la cargaison est arrivée à expiration, ou si certains sont venus parce qu'ils sont des patriotes, ils ont vu que les nouvelles plaques comportent les symboles. Ils sont venus payer des sous. On a mis les cargaisons et les plaques à la disposition. Ça, c'est à peu près 69% des véhicules que nous avons donnés pour lesquels nous avons de la nouvelle métration. Les métrations normales sont autour de 19 000 véhicules. Dans la marche vers la digitalisation de la production des plaques d'immatriculation, la Direction générale des transports prévoit bientôt de mettre en place un mécanisme pour faciliter davantage l'accès aux services de l'ONT. Mamadou Sow, directeur général des transports. Nous sommes en train de concevoir un site web où toute l'information sera faite. L'usager peut dans son salon voir si son permis, sa cargaison, si la plaque est disponible pour voir l'état. Je demande à tous ceux-là qui ont leur cargaison de venir retirer les plaques d'immatriculation. Parce que vous voyez, ça met un peu mal à l'aise les gens qui sont là. Ils ne savent même pas comment tourner en fait. Que les usagers viennent, ceux qui ont déjà les cargaisons qui viennent récupérer les plaques. L'ensemble du territoire, Kaï à Gao, à Kidal. Il faut rappeler que le système d'immatriculation a une capacité de production de plus de 1000 plaques par jour.
À 13h passé de 20 minutes, à présent le point de l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord au Sénégal, une centaine de personnes ont manifesté hier dans les rues de Dakar pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité à l'appel du collectif citoyen Nos Langues. La mobilisation a reçu le soutien du parti APR de l'ancien président Macky Sall. Les protestataires réclament une révision des tarifs appliqués par la société publique de distribution d'électricité ainsi qu'une refonte globale de la politique énergétique du pays. D'autres manifestations sont prévues dans les prochains jours jusqu'à la satisfaction totale des revendications du mouvement. Au Cameroun, la résidence du candidat Issa Chiroma Bakari à l'élection présidentielle est désormais placée sous la surveillance des habitants de Garoua qui affirment vouloir le protéger contre une éventuelle arrestation ordonnée par le ministre de l'administration territoriale. Les habitants se sont organisés en deux groupes. L'un assure la garde pendant la journée, l'autre la nuit. Ils dénoncent le chômage massif des jeunes et réclament le départ du président Paul Biya du pouvoir. À Madagascar, les attentes de la population sont immenses après l'investiture du colonel Mikhail Radinirina comme président de la République. Parmi les principaux défis qui l'attendent figurent l'accès à l'eau et à l'électricité ainsi que la lutte contre la corruption. Le nouveau chef de l'État n'a pas encore annoncé de mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des Malgaches, mais il a promis une rupture avec le passé et un changement de gouvernance. On termine par les États-Unis où la paralysie budgétaire est entrée dans sa troisième semaine. La majorité républicaine et l'opposition démocrate se renvoient la responsabilité de l'impasse. Le ministre de l'Énergie a annoncé hier que 80% des employés chargés de la gestion des stocks d'armes nucléaires risquaient d'être placés au chômage technique. Les républicains accusent les démocrates du Sénat de bloquer un plan de financement temporaire qui aurait permis d'éviter le shutdown. Les syndicats du secteur nucléaire dénoncent une décision jugée dangereuse pour la sécurité nationale. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après ce jingle. L'édition 2025 de la Supercoupe de la CAF se joue aujourd'hui. Elle mettra aux prises Pyramide FC de l'Égypte et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. En compétition africaine des clubs, le deuxième et dernier tour préliminaire se joue ce week-end. Le stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club jouent en déplacement. Tournoi de l'UFOA A de moins de 17 ans, Mali 2025. La compétition prend fin aujourd'hui. En basketball, les groupes A et B de la division ouest de la Road to Ball 2026 ont bouclé leur première journée ce vendredi à Bamako et à Abidjan. Les précisions sur l'actualité sportive avec Famrou Djouti. Basketball pour commencer, Road to Ball 2026. Grâce à l'apport de ses renforts, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a soigné ses débuts ce vendredi contre l'AS Douane du Burkina Faso, score final 63-54. Mamadou Sawadogo, entraîneur de l'AS Douane du Burkina Faso. Et je trouve qu'on n'était pas bien décalé et on n'arrive pas à mettre nos schémas à l'attaque s'il était à 3 points. Habib Mokhtar, l'entraîneur du CRBT. Si on veut vraiment gagner le match, il faut se battre et défendre là où on va dire de défendre. Vice-champion en 2024, Al-Ali Benghazi de Libye a confirmé son statut dans ce groupe A logé à Bamako. Le club libyen a corrigé Centrale Fédérale de Guinée 88-60. C'était également ce vendredi dans la salle Abdallah Maman Aïdra du stade du 26 mars. Lansine Keïta, entraîneur de Centrale Fédérale de Guinée. Comme vous avez constaté, je suis venu avec une équipe composée rien que des joueurs locaux. Nous allons nous remobiliser pour les deux autres matchs. Mohamed Mustafa, entraîneur d'Al-Ali Benghazi. We start in a good way, but we don't like the performance which we play in third quarter. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le prochain match, nous serons encore beaucoup plus meilleurs. En attendant, ils sont contents par rapport à ce premier match qu'ils ont remporté. Al-Ali Benghazi croise ce samedi le centre de référence de basketball de Tombouctou pour la suprématie du groupe A. Dans le groupe B, logé à Abidjan, Elan Coton du Bénin et Jeunesse Club d'Abidjan ont pris le dessus sur les OLRS du Libéria 75-69 et Spring Test Nice du Ghana 73-66. Béninois et Ivoiriens s'affrontent pour la première place ce samedi dans le groupe B. Au cours des prochaines semaines, des clubs de basketball de toute l'Afrique s'affronteront dans le tournoi de qualification surnommé la Road to Ball. La phase de groupe de la Road to Ball 2026 est divisée en deux, la division S et la division Ouest, avec des équipes réparties en 5 groupes A, B, C, D et E. Les rencontres dans les 5 groupes sont prévues du 17 au 29 octobre 2025. Les 2 premières équipes des 5 groupes
plus les 3 meilleurs troisièmes se qualifient pour l'élite 16. Les équipes finalistes des élites 16 des divisions Ouest et Est obtiendront les 4 places automatiques pour la saison 2026 de la Basketball Africa League. Elles seront rejointes par des équipes représentant l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Football à présent, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone A rend son verdict ce samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté. La finale la met aux prises le Mali, pays hôte, et le Sénégal, tenant du titre. Quoi qu'il en soit, le Mali et le Sénégal représenteront la zone Ouest A à la CAN de moins de 20 ans prévue au Maroc en 2026. Le coup d'envoi est prévu pour 19h temps universel. Une rencontre que vous pourrez suivre sur ORTM, télé et radio. Compétitions interclubs de la CAF, les matchs allés du deuxième tour préliminaire se déroulent du 17 au 19 octobre 2025. Les représentants du Mali jouent en déplacement. En Ligue des Champions, le stade malien se rend en Mauritanie pour affronter le FC Nouadhibou. Ce sera dimanche 19 octobre à 19h. En Coupe de la Confédération, le Djouloubassé va jouer contre l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso. Une rencontre programmée pour dimanche également, mais à 16h. Les rencontres retour du deuxième tour des préliminaires des compétitions africaines de clubs sont prévues les 24, 25 et 26 octobre 2025. On reste sur le continent. Ce samedi, Pyramids FC d'Égypte et la Renaissance sportive Berkane du Maroc s'affrontent en Supercoupe de la CAF édition 2025. Ce duel entre le vainqueur de la Ligue des Champions, Pyramids, et celui de la Coupe CAF, Berkane, se joue au stade du 30 juin au Caire en Égypte à partir de 17h GMT. Pour terminer, suite à la publication du classement FIFA ce vendredi 17 octobre 2025, les matchs des barrages africains pour le Mondial 2026 sont désormais confirmés. 41e nation mondiale, le Nigeria, bourreau du Bénin 4-0 mardi dernier avec un triplé de Victor Osimhen, croisera le fer avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang 77e mondial. Et le Cameroun 54e mondial défiera la République démocratique du Congo RDC 60e mondial. Les rencontres se joueront à élimination directe sur terrain neutre au Maroc. Les demi-finales auront lieu le 13 novembre et la finale se disputera le 16 du même mois. Le vainqueur devra encore jouer 1 ou 2 matchs dans les barrages intercontinentaux en mars 2026 en fonction de son rang mondial par rapport aux autres sélections. Car, outre le seul et unique représentant africain, cette deuxième phase du parcours du combattant concernera une équipe asiatique, zone AFC, 2 provenant de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, zone CONCACAF, une de l'Amérique du Sud, zone CONBOL, et une de l'Océanie, zone OF. Par exemple, si le Nigeria s'impose en Afrique, il ira directement en finale. Mais si le rescapé s'avère être le Gabon, alors la bande à Pierre-Emerick Aubameyang devra forcément passer par les demi-finales. Pour le Cameroun et la RDC, cela dépendra de l'identité des adversaires originaires de la CONCACAF. Page Mali Culture 2025. La page culture de ce samedi nous amène à Tombouctou, où la ville a célébré les 700 ans de la grande mosquée de Djingarébert à travers une grande mobilisation pour son crépissage. Rappelez-vous, cet édifice religieux a été construit par l'empereur Kankou Moussa en 1325 à son retour de pèlerinage de la Mecque. Ce grand événement est rendu possible grâce à l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Cette célébration a enregistré, en plus des différentes communautés de la région, les partenaires de la culture qui ont tenu à immortaliser cette date. Les précisions avec Najim Babasisi. 1325-2025, la mosquée de Djingarébert de Tombouctou a 700 ans. La population entend marquer ces 7 siècles par des actions fortes avec l'accompagnement de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou, en collaboration avec la corporation des maçons de Tombouctou, gardienne de son entretien. Alassane Hassey, chef de la corporation des maçons de Tombouctou. Premièrement, on travaille sur la façade. Le soir, on va travailler sur le minerai. Si les travaux ne sont pas finis, ça va rester aux maçons de Djingarébert, de chercheurs qu'ils ont l'habitude de faire d'ailleurs. Ça, c'est une grande chance pour nous. Yeye Chekna Haïdara, membre du bureau national de l'ARDCT. La motivation de la RDCT, c'est Tombouctou. Nous nous battons tous les jours pour que nous puissions développer Tombouctou. Cette bâtisse en terre est un symbole à la fois culturel et culturel, dont la pérennisation implique l'ensemble des couches sociales de la ville et même des ressortissants nostalgiques de ces moments de cohésion et de partage des valeurs culturelles. Fadimata Tandina, femme leader. Tout le temps, quand il y a des cérémonies de crépissage, les femmes sont chargées du transport de l'eau. Elles sont ouvrières pour l'encouragement des maçons, parce qu'elles jouent les tantam, elles les poussent, elles les encouragent à faire mieux, à aller très vite, parce que c'est une journée. Harbert Sidieya,
ressortissant de Tombouctou. Vraiment, ça fait plaisir de me retrouver parmi les amis, les frères. C'est un sentiment de bonheur. Depuis 1988, les 3 grandes mosquées de Tombouctou, notamment Djingarayber, Sankoré et Sidi Yahya, ont été classées au patrimoine mondial par l'UNESCO et bénéficient de son attention. Modibo Bagayogo, chargé de projet à l'UNESCO. Vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour réitérer notre engagement auprès des communautés de Tombouctou, du gouvernement du Mali dans le cadre de la protection, la valorisation et la promotion des riches patrimoines culturels transmis de génération en génération. En témoigne la célébration des 700 ans de cette mosquée. Sidi Lamine Kone, directeur national adjoint du patrimoine culturel. 700 ans représentent beaucoup de choses. D'abord, c'est le rôle incontournable des communautés à préserver le patrimoine culturel et à transmettre les savoirs et savoir-faire aux générations futures. Ça symbolise aussi la cohésion sociale entre toutes les populations de Tombouctou. Un élément important qui montre aussi que le culte musulman est ancien dans la région de Tombouctou. Plusieurs associations et groupes communautaires s'activent également dans la protection et sauvegarde de ces joyaux à travers des actions multiformes. Sanchirfi Alpha, président de l'association pour la sauvegarde et l'entretien des mosquées. Nous, notre vocation même, c'est de protéger, c'est d'intervenir sur les bâtiments protégés avec l'appui du fonds des victimes, à travers le fonds d'appui, l'UNESCO et la mission culturelle qui nous accompagne. Donc nous avons eu la chance qu'il y ait eu les travaux de réflexion cette année. Donc nous participons en synergie. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Les gens se retrouvent ici, on s'amuse et puis on fait les crépissages. C'est vraiment une très grande fête ici. Je me réjouis d'être là. C'est l'occasion pour moi encore de remercier les autorités de la transition pour les efforts au profit de l'ensemble de la région de Tombouctou, particulièrement au profit de la mosquée Djingarayber. Cette mosquée a bénéficié en 2022 d'un forage équipé et réalisé et financé par le président de la transition. En célébrant ces 700 ans, Tombouctou ne fait pas que rendre hommage à un monument. Elle affirme surtout sa volonté de préserver son âme, son héritage et sa dignité face aux défis du temps. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. À 13h passées de 32 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, une édition réalisée par Draman Sanogo sous la supervision de Ousmane Dao. Abse Traoré était à la mise en onde et la mise en ligne a été assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Ne bougez surtout pas, tout de suite Mohamed Sangaré sera là pour le journal interrégional suivi des avis et communiqués en français et bambara avec Kani Keita. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.